C'est le 7 mai 2011 que le vol 21 de Malaysia Airlines nous emporte vers Kuala Lumpur, où nous faisons une escale d'1h30 avant de reprendre un autre avion vers Jakarta. Encore 1h30 de vol et nous atterrissons à Jakarta, la capitale de l'Indonésie, au nord-est de l'île de Java. Le monument national indonésien, le Monas, se dresse sur la place Merdeka. Il a été inauguré par le président Sukarno en 1961. Il est surmonté d'une flamme recouverte d'or. Dans la vieille ville, le quartier de Kota, l'ancienne Batavia, la place Fatahillah est très fréquentée par la jeunesse locale. Après une journée passée à Jakarta, nous survolons l'est de l'île de Java pour rejoindre la ville de Yogyakarta. Au passage, sur le côté gauche de l'avion, nous apercevons le Gunung Gede, un volcan qui culmine pratiquement à 3000 mètres et qui est accolé à un autre volcan, le Pangrango. Yogyakarta est située au centre de l'île de Java, près de la côte sud, bordée par l'océan Indien. Elle est connue comme un centre d'art classique. La ville a été la capitale provisoire du pays lors de l'invasion par les Hollandais en 1946. Dès notre arrivée, nous nous installons dans l'hôtel d'Huta Garden. La circulation dans Yogyakarta est très turbulente comme dans toute l'île de Java. Les motos sont majoritaires. Après un arrêt au marché aux oiseaux de Pasar Ngassem, nous visitons le palais du sultan, dont l'originalité est de n'avoir qu'une seule épouse, ce qui est exceptionnel pour un dignitaire musulman indonésien. Après un intermède musical, la visite s'achève devant la piscine du sultan dont nous apprécions la fraîcheur. Bukan usah, karena di sebelah sana itu sudah banyak penduduk dan dari perkampungan dipindah. À 25 km au nord de Yogyakarta, le monastère bouddhiste de Mendu, construit au IXe siècle. Construit aux environs de l'an 800, le temple de Borobudur est le plus grand monument bouddhiste du monde. Il forme un carré de 113 mètres de côté.
Les 4 galeries superposées s'inspirent de la cosmologie bouddhiste. Elles sont couvertes de bas-reliefs qui relatent la vie du Bouddha Sakyamuni. La terrasse supérieure est surmontée de 72 stupas, sortes de cloches de pierre ajourées qui abritent des statues de bodhisattvas, les disciples de Sakyamuni. À l'ouest du temple de Borobudur et à 25 km de celui-ci, on peut voir la silhouette du volcan Merapi. Ce volcan est le plus actif et le plus dangereux d'Indonésie. Il est entré 49 fois en éruption depuis le XVIe siècle. En fin de journée, nous dînons dans un restaurant essentiellement fréquenté par les touristes. Le buffet est agrémenté par un groupe de musiciens locaux assez originaux, car ils sont tous très âgés et distillent une musique sans aucun dynamisme derrière une danseuse assez rondelette. À 70 km à vol d'oiseau au nord-est de Yogyakarta, le Candi Seto s'élève au milieu des plantations de café sur les pentes du mont Lawu. C'est un monument empreint de shivaïsme construit au XVe siècle avant l'implantation de l'islam dans l'île de Java. Nous poursuivons notre route vers l'est en direction de Tawangmangu, à travers une région agricole, principalement dédiée à la culture du riz en terrasse et à la canne à sucre. Prambanan est l'apogée de l'architecture indo-javanaise. C'est un ensemble de 240 temples dédiés à l'épouse de Shiva. Victime de nombreux tremblements de terre, le site a été redécouvert en 1733. Sa restauration, commencée en 1910, s'était achevée en 1953, mais il a été gravement touché par le tremblement de terre du 27 mai 2006 et la restauration se poursuit encore en 2011. Les 3 temples principaux sont dédiés à Brahma le créateur, Shiva le destructeur et Vishnu le protecteur. La statue de la déesse Durga, épouse de Shiva, considérée comme l'énergie de l'absolu, se dresse dans la chambre nord du temple principal. Des scènes sculptées représentent le combat entre le bien et le mal. Réveillés bien avant l'aube, le 13 mai, nous assistons au lever du jour sur le volcan Bromo. Culminant à 2329 mètres, le Bromo est sacré pour les Javanais. Ce n'est pas le volcan le plus élevé de l'île, mais c'est le plus célèbre. Son cratère a un diamètre de 200 mètres. Il a longtemps été un lieu de sacrifice sacré, depuis qu'au XVe siècle,
la princesse Poto Anteng et son époux, qui n'avaient jusque-là pas d'enfants, ont obtenu des lieux d'en avoir 24, à condition qu'ils sacrifient le 25e dans le volcan. Depuis le 23 janvier 2011, l'accès à moins de 2 km du cratère est interdit. L'Indonésie est le troisième producteur mondial de riz après la Chine et l'Inde. Le riz est la base du plat national, le nasi goreng. La culture commence par l'ensemencement des semis qui sont ensuite récoltés en début de pousse afin d'être repiqués de façon plus espacée. Depuis 15 jours, ça. 20 jours. Presque ça. La régularité du repiquage est facilitée en s'alignant sur des nœuds pratiqués le long d'une ficelle. Lequel? Converti en euros, le salaire journalier d'une ouvrière est de 4 euros. Lorsque la pousse est achevée, le riz est récolté et battu sur place afin de séparer les grains. Après la récolte, les pieds sèchent sur place afin de fertiliser le sol. Pour notre dernière nuit sur l'île de Java, nous nous installons à Ijen, à proximité du volcan Kawah, dans une très belle résidence construite au milieu des plantations en terrasse. Nous entamons notre dernier trajet à Java par une balade à pied à travers le village d'Ijen. C'est un village de paysans aux demeures modestes. C'est une famille, par exemple, Une occasion d'observer les fruits locaux. il n'est pas mûr encore. Il est mûr, mais il y a quelques jours. À proximité, toujours les cultures en terrasse, où le tracteur n'a pas encore remplacé le buffle.
ça tue la plante, Oui, ça l'étouffe. oui, c'est pas sûr. Il n'y a pas de pluie encore. Les paysannes s'arrêtent un instant pour répondre à notre salut. Le bac qui relie l'île de Java à celle de Bali se trouve à Ketapang. Les deux îles sont séparées par un détroit de 4 kilomètres. Il faut plus d'1 heure de navigation pour franchir ce détroit et atteindre le débarcadère de Gilimanuk, car l'accès est encombré. Paradis touristique connu mondialement, l'île de Bali est en fait un petit territoire de 140 km sur 85 km, peuplé par 3 millions d'habitants, en majorité de religion hindouiste. À Bali, notre première escale se situe à Permiteran, sur une grande anse de sable au nord-ouest de l'île, où se trouvent les cottages Taman Sari. Les sources chaudes de Banjar, issues des roches volcaniques de la montagne voisine, ont été aménagées pour créer 3 bassins de relaxation. On prête à cette eau des vertus thérapeutiques, notamment pour les maladies de peau, grâce au soufre qu'elle contient. À proximité des sources chaudes, le temple hindouiste municipal de la ville de Banjar. La plupart des villes sur l'île de Bali disposent d'un temple municipal comme c'est le cas pour les églises en France. Après une route en altitude, nous atteignons Munduk et ses petits cottages dispersés dans un beau jardin agrémenté de petits bassins couverts de nénuphars. Il y a des... À 1 kilomètre au nord-est de Munduk, on trouve une série de petits lacs entourés par une forêt dense que nous traversons à pied, accompagnés par un jeune guide local.
fleur du fruit de la passion. Oui. Ça s'appelle Marquisa, localisé ici. Au terme de notre marche, nous atteignons le lac Tamblingan que nous traversons à bord d'une pirogue de bois. Au départ, nous longeons sur la gauche le temple d'Anahu. Un petit arrêt pour offrir des cacahuètes aux macaques massés le long de Jalan Pankasari, sur la route qui traverse l'île du nord au sud et que nous empruntons en direction d'Ubud. Sur le lac Batran, le temple Batur, dédié à Ida Batara, la déesse des lacs. Il s'agit d'un complexe de 9 temples. Nous sommes ici pratiquement au centre de l'île, à Luwu, près de la ville de Penbell, où nous croisons un petit groupe de jeunes étudiants qui fêtent la fin de l'année scolaire. Et nous entamons ensuite une promenade en bordure des rizières en terrasse. Dans le lointain, la silhouette du Gunung Batu Karu culmine à 2270 mètres. Au passage, dans le village de Wanasari, nous assistons à une cérémonie familiale accompagnée par un orchestre local sous le regard impérial du chef de clan. Ce qui caractérise la musique qu'on entend ici est la très grande liberté dont jouissent les musiciens. Chacun paraît interpréter sa propre partition à son propre rythme,
sans se soucier de ce que joue le voisin. Ubud est le centre touristique de Bali. C'est à l'hôtel Doma que nous nous installons. Notre chambre à Ubud. Nous logeons dans une vaste chambre agrémentée d'une belle terrasse dotée d'un bassin de nénuphars. Bassin privé. Et t'as vu notre chambre, elle donne là, on la voit tout de suite. C'est pas qu'il y a des airs. Si. Il y a un réfrigérateur là. Avec jacuzzi privatif. Dans le village de Wanasari, nous visitons une maison typique de l'habitat local avec sa cuisine équipée d'un four en pierre. Ah bon? Les insectes courants chez eux? Oui, bien sûr. Ou les cochons. Dans la maison voisine, deux petites filles jouent au jeu de tapette. Elle voit qu'on les filme, c'est marrant. Ah oui. Ah d'accord. Au nord-est d'Ubud, le Gunung Kawi a été construit au XIe siècle au bord de la rivière Pakisran. On y accède par un escalier de 230 marches. Il se compose de 10 sanctuaires en forme de niche taillés dans le rocher de la falaise. Ces sanctuaires sont dédiés au roi Uduyana et à ses épouses ainsi qu'à leurs enfants. Ils sont partis? À proximité immédiate du lac Batur, le volcan Gunung Batur, toujours en activité, comporte deux cratères qui se sont formés il y a 2800 ans. Installé en plein air au bord de la route, un jeune artiste sculpte un Garuda dans une pièce de bois. Le Garuda est un aigle mythique de la mythologie bouddhiste et hindouiste. C'est une réincarnation de Vishnu. Dans les usages hindouistes en vigueur à Bali,
Pratiquement chaque maison possède son temple privé où la famille honore les dieux de cette religion. Le 18 mai, après un petit déjeuner pris sur notre terrasse, nous prenons la direction de la côte sud-ouest où se trouve le Tanalote. Le Tanalote est un temple bouddhiste construit au XVIe siècle afin de rendre hommage aux esprits qui gardent la mer. Le rocher sur lequel est construit ce temple est battu en permanence par des vagues très fortes. La base du rocher est peuplée par des serpents venimeux, ce qui explique sans doute l'origine de la légende qui a établi le temple comme gardien de la mer. La matinée se termine au marché de Denpasar. Dans un désordre sympathique, acheteurs et vendeurs négocient les produits du jour. Les noix de Anguille, ou la fiche. Marie Mariage. Le Perjuangan Rakyat Denpasar a été érigé en hommage au peuple de Bali et notamment au combat mené contre les troupes coloniales hollandaises. Le monument contient un musée qui rappelle certains épisodes marquants des combats, et notamment celui qui s'est déroulé en 1906, au cours duquel les princes de Badung ont préféré le suicide avec leur famille à la défaite. À proximité du Perjuangan, le palais du gouverneur, dont l'entrée s'orne d'une magnifique fontaine sculpturale. C'est à l'hôtel La Taverna de Sanur, sur la côte sud-est de Bali, que nous entamons la dernière étape de ce voyage. Nous sommes installés dans un bungalow dont la toiture couverte de varech assure une certaine protection contre le soleil. Nous disposons d'une terrasse abritée, dotée d'un réfrigérateur, où l'eau est maintenue au frais pour le ricard quotidien.
Une allée sablée mène à la piscine et au bar, situé en bordure de plage. Sanur est avec Kuta, à 10 km de là, la station balnéaire la plus fréquentée de Bali. Elle offre une plage de sable fin qui s'étend sur 5 km. Au départ de notre hôtel, la promenade quotidienne le long de la plage nous offre un panorama des résidences et des hôtels voisins. Tous sont largement ouverts sur la plage et les touristes sont nombreux à l'heure du petit déjeuner. Le temple d'Uluwatu est perché au bord d'une falaise. Il est fréquenté par des singes dont la spécialité est de dérober aux touristes tout ce qui est accessible. La fin de la journée à Uluwatu est couronnée par un spectacle de danse balinaise qui débute lorsque le soleil se couche sur la falaise. La danse est accompagnée par le ketchak, un chœur de percussion vocale. Il s'agit de danse rituelle, rythmée par un chant ininterrompu de tchaka tchaka tchak, accompagné de balancements synchronisés des chœurs. Le tout prend rapidement un aspect un peu hypnotique. Il n'y a pas d'accompagnement instrumental. Les danseuses font maintenant leur apparition sur la scène. Les danseuses balinaises apprennent la danse avec leur mère dès l'âge de 10 ans. Leur danse se caractérise par de nombreux mouvements du visage, des yeux, des bras, des mains et de la table. Cette danse
raconte l'histoire de Ramayana, un des écrits fondamentaux de l'hindouisme, celle du prince Rama, attaqué par le méchant démon Ravana. Ce spectacle a une fin heureuse. Le prince Rama retourne à son royaume avec sa femme Sita et son frère Lakshmana pour vivre longtemps et prospère. Il est l'heure pour nous de regagner la France. Not very often have we met, but the music's been too bad. Can only sense happiness if the music is sad. So I'm going home. I must hurry home, where life goes on. We're too old to make a mess. Dreams will keep me young.